c'est pas terrible tout ça. Je vais plutôt vous emmener en balade dans un coup de cœur, d'abord par son nom, du côté de la rue du Rendez-vous. Alors, au premier regard, comme ça, vous me direz, cette rue qui est à l'ombre de la place de la Nation, bon, elle casse pas trois pattes à un canard. C'est une rue classique commerçante d'un ancien faubourg de Paris. Mais si on regarde de près, elle rassemble à elle seule tout ce qu'on aime dans Paname. Des gens passionnés comme Léon. Il est en quelque sorte le meilleur ambassadeur au monde de l'accordéon. À lui seul, il est capable de ressusciter, de rajeunir cet instrument qu'on juge tous un peu vieillot. Et puis pas très loin d'ici, il y a un lieu surprenant. C'est la boutique de Martine. Elle y vend uniquement des chaussures et des vêtements pour les danseurs et les danseuses de tango. C'est un lieu caché et pourtant on y vient de l'Europe entière. Et puis si vous voulez donner rendez-vous à des amis et faire des rencontres, pas la peine d'aller au bistrot du coin, moi je vous conseille d'aller chez Greg et Sidney. Ces deux frères tiennent la salle de billard du quartier. C'est un lieu étonnant, plein de surprises, plein de rencontres. C'est en quelque sorte le lieu de rendez-vous de la rue du Rendez-vous. Bon, moi j'arrête mes blagues, je continue, je vais essayer de finir ma vague. Et voilà. Bonjour, bravo. Bonjour. Tout va bien? C'est pas mal, hein? Pas mal pour une première fois. Bah oui, j'ai tout ce qu'il faut, c'est parfait ici. Ouais. Donc là, on est dans la partie vraiment atelier. La partie poussière. La partie poussière, je Voilà, confirme. ce qui éventuellement, merci. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a combien d'ateliers? Combien de... Alors dans cet atelier, il y a 5 établis. 5 établis. Voilà, chacun travaille sur son propre projet. De temps en temps, des personnes viennent travailler à deux. Ça peut être un parent, un enfant ou un couple. Les gens aiment bien faire les choses ensemble souvent. Et il y a tout le matériel. Il y a pas mal, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Il n'y a pas tout, mais il y a de quoi faire. Ça se passe comment? Alors on loue à l'heure? À l'heure, tous les outils sont inclus dans la location. Au besoin, il peut y avoir des cours sur le maniement d'outils. Les plus gros outils, c'est même fortement recommandé. Après, il y a évidemment des forfaits pour les gens qui sont plus gros utilisateurs. Donc, il y a des gens qui viennent très ponctuellement, juste 1 heure pour un petit projet, ou des gens qui viennent une journée entière, ou voire une semaine, voire au mois pour les gens qui sont professionnels ou semi-professionnels. Je fais cette édition parce que mon heure est bientôt terminée. Et là-haut, qu'est-ce qui se passe alors, Laurence? Eh ben, on va aller voir là où ce qui se passe. C'est l'étape suivante. Voilà. Je vous suis. Voilà. Moi, ce que j'aime chez vous, Laurence, c'est le côté chaleureux, convivial, comme autrefois. D'habitude, les ateliers de coworking, hein, c'est plutôt froid, c'est un peu clinique. Là, il y a vraiment une démarche inverse. Oui, dès que j'ai eu l'idée, en fait, moi, j'avais en tête un lieu qui existait, il existait dans ma tête, je ne savais pas s'il existait en vrai, donc j'ai visité énormément de lieux dans Paris. Et j'ai fini par tomber ici, alors que j'étais désespérée, hein, je pensais que ça n'existait vraiment pas, qui était un atelier encore en activité, un atelier de plombier-couvreur, dont la personne partait à la retraite, et c'est son grand-père qui avait construit le bâtiment et créé l'activité au début du siècle dernier. Ça ressemblait à ça. C'était ça. Alors, c'était quasiment ça. Moi, je me suis attachée à garder un maximum d'éléments d'origine, donc tout ce qui est meubles. Ils sont magnifiques, ces meubles. Était ici. Ça, c'était quoi, Laurence? À l'origine, c'était les vestiaires des premiers salariés de l'entreprise. Il reste d'autres choses d'autrefois? Oui, les meubles que j'ai vraiment conservés. Il était déjà là, ce meuble-là? Il était là. Il fait partie, une chance, hein. Il fait partie des meubles, c'est le cas de le dire. Il fait partie du lieu. Alors, il y avait des cloisons ici. Hein. J'ai enlevé les cloisons, mais j'ai conservé les meubles. Ça rentre vraiment dans l'âme, l'esprit du lieu que vous voulez faire. Complètement. En fait, je suis convaincue que l'artisanat, le savoir-faire, on a besoin de se baser sur un socle de savoir-faire, donc vraiment notre patrimoine, pour bien innover. Voilà, ça, c'est peut-être ma déformation de donc on peut regarder déjà comment ça a été fait, voilà. ça a été bien monté. Voilà, hop, je vais faire la même chose, c'est ça. Et l'avantage, c'est que ça sert d'exemple, effectivement. Oui, ça sert d'exemple. C'est très tendance quand même, cette idée de partager comme ça des lieux entre les Parisiens pour faire une activité bien précise. Maintenant, oui, mais quand j'ai commencé à en parler il y a 8 ans, personne ne comprenait ce que je voulais faire. C'est vrai? C'est vrai, ça a beaucoup évolué. Quand vous en parliez à vos copains, à vos amis? Oui, j'ai mis beaucoup de temps à faire comprendre ce que je voulais faire. Et même quand j'ai ouvert, il y a un panneau devant la porte qui met « location d'établis ». Les gens rentraient régulièrement en pensant que les établis, c'était à louer et à emporter chez eux. Ah, je vais partir avec mon établi. Voilà, c'était ça.
l'idée du coworking, du partage, de la mise en commun, c'est quelque chose qui est assez récent. Donc ça, cette pièce, c'est là, c'est une joue là, qui la rapporte à ce petit plateau. Ok, comme j'ai fait pour le haut. Voilà. Alors les gens se parlent, se rencontrent. Bien sûr, Partage. bien sûr, c'est évident, c'est très naturel en fait. Les gens regardent ce que fait le voisin sur l'établi et il va dire comment t'as fait ça et pourquoi t'as pas fait comme ça, tiens, voilà. Il y a des gens qui se sont rencontrés ici, qui travaillent maintenant ensemble sur des projets communs parce qu'ils ne travaillent pas forcément les mêmes matériaux de la même manière ou ils ont besoin d'être deux pour faire des choses, donc oui, oui, oui. Alors ici, il y a une troisième salle. Ça, c'est quoi? C'est le salon de thé? Alors, c'est ce que j'appelle l'idétech. Effectivement, les gens peuvent se poser pour boire un café, se documenter. Il y a des gens du quartier qui viennent juste pour papoter, boire un café parce que... C'est ce qu'on va faire, on va se poser. Là. On se sent bien, on sent à la fois hors de Paris, mais dans un endroit spécial. Et les meubles, alors, on peut les acheter ou pas? Et les meubles, tout est en vente, oui. Alors, c'est pas un dépôt-vente aussi. Voilà, dépôt-vente. C'est pas forcément des choses qui ont été fabriquées ici. Il y en a quelques-unes, mais c'est pas la majorité. Moi, si vous voulez bien, Laurent, je vais rester un petit peu parce que je vais plus bouger. On se sent tellement bien chez vous. Avec plaisir, restez bien où vous voulez. Puis je vais en profiter pour chercher quelques idées dans l'idétech. Bravo. Ah, j'ai réussi. Pour ma vague, normalement, qui doit servir à faire un meuble, enfin, j'espère. Mais oui, on s'y sent bien dans ce quartier de Bel Air, tout près de la place de la Nation. Je ressens aussitôt cette ambiance faubourg de Paris avec son architecture hétéroclite. Un lieu tranquille, sans prétention, où tout le monde se connaît. D'ailleurs, j'ai vite pris mes habitudes chez les nombreux commerçants de la rue du Rendez-vous. Yvan, j'ai ta commande. Ludovic, comment ça va? Ça va bien et toi? Bien ça. Chez le fromager du coin, j'ai pris une des spécialités, du Stilton, un fromage anglais qui ressemble étrangement à du bleu d'Auvergne. Allez, je suis prêt pour retrouver mon ami Frédéric Gersal, qui m'a donné rendez-vous dans un charmant jardin juste derrière l'église du quartier. Je vous ai apporté votre 4 heures sous le temps parisien. Ah bah oui, une petite bruine. Alors, on s'était fixé rendez-vous dans ce lieu un peu magique parce que c'est un parc comme ça au milieu des habitations. Il faut dire que ce lieu de rendez-vous existe depuis des siècles. Si ça s'appelle la rue du Rendez-vous, juste à côté, parce que c'était un rendez-vous de chasse. On venait chasser sur les terres royales puisque on est à 2 pas du bois de Vincennes qui est juste à côté. Et le bois de Vincennes, bah, ça a fait partie du territoire, du domaine royal depuis Philippe Auguste. Philippe Auguste qui avait souhaité installer à l'intérieur de ce parc de Vincennes une ménagerie, figurez-vous. Ben oui, un zoo. Parce que, en fait, son collègue Richard Cœur de Lion, le roi d'Angleterre, lui avait offert des animaux sauvages. Dont un lion, non? Ben oui, notamment. Donc il avait installé ça dans une ménagerie. Et ça a été rattaché quand à Paris, ça? Deuxième moitié du 19e siècle, on est en 1860, très exactement. Bon, je vous Goûtez, parle. Ah oui. ça, c'est du Stilton. C'est Ah oui. les Anglois qui font ça. Des fils de Richard Cœur de Lion. Voilà. Soyez prudents, pardon. C'est bon, non? C'est bon. Mais non, c'est du bleu, ça. Mais Restez pas coincés à Frédéric. Non, mais attendez, on ne peut pas doubler. Où est-ce qu'on n'est pas venu en voiture, d'ailleurs? Parce que c'est la plus étroite de Paris qu'on voulait qu'on passe. Ah, vous avez raison, c'est une des plus étroites. Les plus étroites. Oui, mais c'est la rue des Meurisiers. Oui, Moi, ça je veut dire l'écris quoi, ça M-E-R-I-S-I-E-R. En fait, c'est l'ancêtre du cerisier, celui qu'on cultive dans nos jardins. Ah, c'est du cerisier sauvage. Ah ouais, exactement. Et puis alors, ça donne un bois extraordinaire, un bois d'un rose étonnant. On construit des meubles avec, enfin, on fabrique des meubles, plus exactement. Et puis, il y a un grain tout fin. Enfin bref, ça donne un aspect extrêmement joli. Ça veut dire qu'il y a des merisiers partout ici? Oui, alors on appelait ça des amerisiers, des amerises. En fait, des fruits, c'était des amerises. Et oui, c'était un lieu très champêtre. Et alors, comme c'est champêtre, on aimait chanter. Hein. Quand nous chanterons le temps des merises, et gai rossignol, et merle mon cœur. Oh là, mon Dieu, vite, venez, il y a d'autres choses à voir, venez. Le temps des Quand nous merises. chanterons le temps des merises, et gai rossignol, et merle moqueur, ne s'en hurle.
Vous avez vu la photo? Oui. Et oui, c'est marqué, vous savez, Villa du Bel C'est à Air. quelle époque, ça? Bon, ça, on est au tout début du XXe siècle, à un moment où c'est réservé aux célibataires. Ah ouais, aux figurez-vous. célibataires. Ouais. Puis alors, si vous regardez bien la rue, c'est étonnant. C'est construit de ce côté-là, et là, rien. Bah si. Mais non, mais c'est pas la même rue. Ah d'accord. Alors du coup, les numéros se suivent les uns les autres. Vous avez le numéro 1, 2, 3, 4, 5. Ça ne change pas de côté. Il n'y a pas un côté pair et un côté impair. C'est unique, ça? Bah, c'était unique, mais c'était comme ça à l'origine. Lorsqu'en 1805, Napoléon tape un coup sur la table, paf! Il dit maintenant, il va falloir mettre des numéros pairs et impairs, puis vous numérotez toutes les rues, parce que sinon on ne comprend rien. Parce qu'avant, c'était pas comme ça. Non, alors il y avait bien quelques inscriptions, mais on se perdait tout le temps. Et puis on décide de mettre les numéros pairs à droite, les numéros impairs à gauche, suivant le cours de la scène, etc. Donc ça devient évidemment beaucoup plus facile. Mais ici, tout est du même côté. C'était comme ça à l'origine, on allait jusqu'au bout avec les numéros pairs et impairs, puis on revenait avec pairs et impairs. Très complexe. Bon, mais on s'arrête là, Oui, pourquoi parce là que moi, je vais au 1. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Bah, je vais danser le tango. Le tango? Enfin non, j'ai chaussé des chaussures de tango. Vous prenez un Prendre cours? Oui. Oh. Mais c'est pas Ah non, drôle. parce que moi j'ai pas besoin, moi. Hein. Ah bon, ouais, allez. Le tango, tango, corse, le tango, tango, tango. Martine, quand je vois ce couple de danseurs, j'ai une certitude maintenant, on ne peut pas danser le tango avec une paire de baskets. C'est vrai, C'est important la chaussure? c'est très important. La chaussure de tango, elle a une cambrure particulière, une stabilité du talon, un appui, un support sur le sol. Très souvent, un danseur va dire « Ah, tu danses mieux aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai des nouvelles chaussures. » Vous prêchez pour votre boutique là, non? Je prêche vraiment, parce que moi je suis une danseuse de tango depuis déjà quelques années, je prêche vraiment pour... la chaussure de tango, c'est un outil de travail. Comme ça, aux premières vues, elle ressemble à d'autres chaussures, aux autres chaussures. Alors j'en prends une qui est un peu paillette, mais elle plaît beaucoup, parce que c'est princesse. Alors, la cambrure, Ouais. la position du talon, cette partie-là, elle est très rembourrée. Donc ça, c'est pour la souplesse. Accueillant pour les métatarses et en même temps ferme. Parce qu'une chaussure souple va fatiguer le pied. C'est une chaussure qui doit supporter le corps. Pourquoi vous êtes installée ici, Martine, dans cette villa du Bel Air? On n'imagine pas qu'il y ait une boutique réservée aux chaussures, aux vêtements de tango. J'avais commencé dans mon appartement, tout petit. J'aimais tellement les chaussures de tango quand j'ai commencé le tango que j'ai eu envie d'en acheter tout plein. J'ai réfléchi, je me suis dit, il faudra les vendre. Donc, comme ça, petit à petit, je les ai proposées, je les ai vendues. Et puis dans mon appartement, il y avait de plus en plus de chaussures. Donc j'ai décidé de venir m'installer ici. Il n'y a pas longtemps, hein, il y a 2 ans. Oui, c'est ça, c'est le côté confidentiel qui vous plaît? Un peu C'est- caché? ça me plaît à moi, où je n'aimerais pas avoir une boutique. Mais pas du tout. Hein? Mais les amateurs de tango, ils arrivent à vous trouver facilement? J'envoie un SMS avec l'indication. Et ensuite, ils connaissent, ils passent le mot à leurs amis. Alors racontez-moi, Martine, comment vous êtes arrivée, vous, dans cet univers du tango? Ça s'est fait lors d'un voyage en Argentine, dans les années 2000. J'ai pris un cours collectif, une initiation. Et là, je me suis dit, c'est mon rêve que je réalise, je vais apprendre à danser. Et j'ai découvert les chaussures. Toutes ces chaussures, plus belles les unes que les autres. Celle-là, Martine, tu l'as, c'est ma Pour vous, c'est quoi une bonne chaussure de tango? C'est la chaussure confortable qui tient le pied avec une bonne assise derrière sur le talon et avec laquelle je pourrais rester toute la soirée à piétiner et à danser sans trop avoir mal. Moi personnellement, je m'imaginerais pas danser le tango en basket, justement, parce que justement on est attentif à poser un talon aiguille, à poser l'avant du pied, et ça n'a rien à voir en basket.
ça doit rester quand même très féminin, limite un peu sexy quand même, non? Alors c'est vrai que le tango met en avant la féminité et c'est peut-être tout ce qu'on vient chercher les unes et les autres en dansant cette danse-là, oui. Allez, je laisse Martine dans son univers. J'emprunte le passage de la voûte pour rejoindre un autre passionné. Bienvenue dans le monde de Léon. Bravo. Merci. Bonjour. Bonjour. Il est magnifique cet instrument. N'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? C'est un accordéon issu des années 60, ouvert vers le rock'n'roll avec un système de voix assez particulier. Une voix grave, une voix aiguë, la réunion des deux voix donc, et une possibilité d'avoir un intervalle de quinte pour faire les power chords. Et donc ça permettait d'intégrer le rock'n'roll et l'accordéon dans le rock'n'roll dans les années 60. Mais tu les trouves où, tous ces accordéons? Des instrumentistes me les confient pour que je les répare, et puis sinon, je les achète là où je peux les acheter, auprès de professionnels. Parce que tu fais pas que collectionner et les vendre, tu les répares aussi surtout. Je ne collectionne pas. Ah, tu collectionnes pas? Non, moi je suis vénal. Tout est à vendre ici. Tout est à vendre, voilà. Et en plus, tu les répares? Je les répare. C'est ma première spécificité. Être facteur d'accordéon, donc réparation, accordage. Avant d'accorder, il faut réparer, il faut remettre en ordre plein de pièces. L'accordage n'étant que la finalité de tout le travail en amont. Qu'est-ce qui te passionne dans l'accordéon? D'abord, j'étais accordéoniste, d'abord je suis musicien. Il se passe qu'en tant que musicien, j'ai jeté mon dévolu sur l'accordéon, qui était d'ailleurs le seul instrument possible en Vendée où j'étais quand j'étais gamin. Hein, il n'y avait pas de guitare électrique, il n'y avait pas d'orgamonde, il y avait un harmonium à l'église et j'avais un accordéon. La facture d'accordéon, parce qu'il a fallu apprendre un métier assez tôt, et je préfère ça que mécanicien, maçon, plombier, je ne voulais pas faire ça. Ça m'intéresse, ça me plaît, c'est dans la continuité de ce qui m'intéresse. À la suite de tout ça, construction, conception, ça c'est ma partie imaginative et créatrice dans le métier. C'est quoi le principe? Ça fonctionne avec de l'air, c'est un instrument soufflant, polyphonique, qui peut jouer dans toutes les tonalités. Ça fonctionne avec un bout de métal qui serait afférent à la guimbarde, et donc une languette qui vibre. On a la même chose dans le montage, une hanche qui coulisse dans une fenêtre. Dès lors qu'on l'a fait jouer, elle donne un timbre de piano ou de guitare, et dès lors qu'on va la faire jouer, elle va donner un sifflet. C'est le son de l'air qui circule. Et là, on va mieux voir, puisqu'il y a les pots, on va voir le petit ensemble qui se soulève. Voilà. Toi, c'est un instrument qui est un peu consacré pour toi. Tu le connais par cœur. Si, il y en a encore, je découvre encore, oui, je le connais bien. J'ai effectivement, je le pratique depuis 50 ans. Mais tu as encore des surprises, tu te dis, oui, bien sûr. Comment on avait pu imaginer un truc pareil? Oui, tout à fait. Je trouve des montages que j'ignore. Il y a plein de gens qui ont phosphoré. Et les idées étaient très fortes depuis le début du XXe siècle jusqu'aux années 70. C'était énorme. Et toi, tu en as proposé une innovation? Oui, mais moi, je suis fait ton propre accordéon. J'ai lancé, oui, comme d'autres le font. Je ne suis pas seul. Il y a plein de petits constructeurs qui se lancent. J'ai cherché une autre ligne, un autre son, et j'y suis plutôt bien arrivé, effectivement. Ça, c'est un petit instrument diatonique. Comment tu dis? Diatonique. Diatonique. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, les blanches du piano, c'est diatonique. Si on utilise les blanches et les noires, c'est chromatique. Et pourquoi tu as fait cet instrument? Ça répondait à un besoin? Oui, le besoin de l'entendre.
effectivement, c'est puissant. C'est puissant. Oui. Petit instrument qui David et Qui Goliath. emplit. Voilà. s'appelle l'axiome. Qui s'appelle axiome, une vérité indémontrable qui doit être admise. C'est un personnage, Léon, intarissable et toujours prêt à partager sa passion. Je rejoins maintenant un endroit que j'adore. Sur le chemin, je me perds dans quelques ruelles charmantes pour arriver dans la cité de Berg. Tout au fond de cette impasse, derrière cette porte, se trouve la salle de billard Shoot Again, ouverte dans un ancien entrepôt de meubles. Un lieu tenu par Sidney et son frère et animé par une passion familiale. Alors c'est mon père qui nous a fait adorer et le billard ça reste un univers tellement convivial de partage qu'on est dans la lancée, voilà, c'est quand je vais au bureau, quand je me dis je vais au bureau, bah moi je vais pas au bureau, je vais me divertir, voilà. J'aime tellement le travail, c'est que les gens ça devient des amis, tu vois, c'est extraordinaire, on a une relation avec les gens où tu dis pas que tu vas travailler. C'est une ambiance particulière quand même, le décorum est particulier. Ça fait très cinéma, c'est très feutré, très dans le feutré. noir, Ouais. voilà, on sait jamais l'heure qu'on est. Il n'y en a pas tant que ça, les salles de billard à Paris. Vous n'êtes plus que... On n'est plus que... Non, deux maintenant. Deux sur Paris, maintenant ouais, sur Paris. Et pourquoi? Parce que les loyers, Ouais. la mode change. Quand on a commencé, mon père a commencé le billard il y a 25 ans. Ouais. Il y avait le lancement de La couleur de l'argent, qui Oui. était un vrai tremplin pour nous, pour le billard. Et on a continué sur cet élan, mais cet élan s'essouffle. Et nous, autour du billard, on essaye de développer, de créer de nouvelles manifestations qui plaisent et qui nous permettent de continuer sur le thème du billard. Alors, dis-moi tout. Alors, on va se mettre en position, comme je t'ai fait voir tout à l'heure. Ouais. Notre corps doit être en trépied. Oui. La position, quand on joue au billard, ça représente 70% du jeu. Si tu n'es pas en bonne position, on risque de tricher à droite et à gauche sans bouger. Et là, la bille ne rentrera plus. D'accord, Ce que donc je c'est le vais te corps dire, qui donne... C'est le corps qui va donner la direction. Vas-y. Parfait. Hey. Voilà. Allez. C'est pas une salle uniquement pour les amateurs éclairés. Non, c'est vraiment Ouais. pour tout le monde. Pour tout le monde. Ce qui est bien chez nous, c'est que les gens qui sont souvent débutants, on les prend, on les confirme. Ceux qui sont vraiment passionnés de billard, on les confirme. Et voilà, et là, ils arrivent à un certain niveau de jeu qui est quand même relativement sympa. Donc ça veut dire qu'on peut vite s'amuser. On peut vite s'amuser. On prend vraiment beaucoup de plaisir. C'est fédérateur, on s'amuse. Tu peux venir avec ta femme, avec des copains, avec des collègues de travail, tu passeras le même moment. Le but, c'est un peu le spectacle, les boules, ça rentre, ça donne envie de continuer et jouer. Voilà. C'est relativement mixte le billard. Il y a autant d'hommes que de femmes qui jouent au billard. Il y a des équipes qui se forment, des relations, on a eu des mariages. Des gens, oui, il y a des gens qui se sont connus au billard, qui se sont mariés, qui ont fait des familles et qui reviennent jouer avec leur famille au billard. Et t'es parrain, quoi, à chaque fois. Témoin, parrain. Témoin, parrain. Exactement. Alors tu vas essayer de te mettre plus de ce côté-là, Yvan. Et on y va, tac. Super, bravo. Tout le monde joue au moins une fois dans sa vie au billard. Et quand tu commences à jouer, on t'explique, tu prends passion et c'est une vraie drogue. Comme ça? Ouais, très bien, tac, sec. Bravo. Et beau rendu. T'as failli casser la caméra. Elle aurait fait la tête. Quand tu joues, qu'est-ce que tu ressens? Moi, quand je joue, maintenant, à la fin, c'est machinal. Ça me plaît, mais plus au même niveau. Moi, je préfère enseigner, tu vois, leur dire, faire découvrir mon plaisir aux gens. Tu vois, leur expliquer nos techniques. Voilà. Alors, on n'a pas des techniques de champion du monde, mais on a des petites techniques pour que les gens, ça leur plaît. Et ça, on adore. Voilà, c'est transmettre sur le billard. C'est extraordinaire. T'as du boulot avec moi. Mais non, t'inquiète pas. T'inquiète pas. J'ai laissé Sidney rattraper mes erreurs. Moi, je voulais vous dire que j'ai passé un super moment du côté de la rue du Rendez-vous. C'est un endroit très agréable que je vous invite à venir visiter. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez voir cette émission sur le site internet de France 3, france3.fr. Vous pouvez aussi avoir les bons plans, les bonnes adresses sur les réseaux sociaux. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname. Allez, j'y retourne.
Ouais. À toi, Yvon. Ah, par là. Allez.